Le premier point, maîtrise des données, une guerre froide qui ne dit pas son nom. Donc je pèse le mot, on va approfondir ce point. Puis, on va passer en revue le référentiel SecNumCloud qui apporte des exigences très très fortes en matière de sécurité et de souveraineté des données. Puis, on va rentrer dans le cœur du sujet, donc ce choix entre sécurisation et modernisation, protection des données. Est-ce qu'il y a un bon point d'équilibre entre ces deux tendances qui peuvent sembler opposées? Donc, sur la maîtrise des données, je vous propose une petite rétrospective historique des événements autour de la protection des données à caractère personnel entre l'Europe et les États-Unis. Donc, c'est intéressant de passer en revue cette sorte de ping-pong qui a démarré, on peut dire, dans la fin des années 90, avec la publication de la directive européenne 95-46, 1998. Donc on a là le précurseur du RGPD. Donc on a un référentiel qui interdisait déjà le transfert de données à caractère personnel en dehors de l'Union européenne à destination de pays n'offrant pas un niveau de protection des données personnelles adéquat, donc en ligne avec les standards de l'Union européenne. Du côté des États-Unis, en réaction à cette réglementation, il y a eu la mise en place d'un mécanisme dans l'année 2000 nommé Safe Harbor, un mécanisme qui a donné une sorte d'échappatoire pour continuer à échanger des données à caractère personnel entre l'Europe et les États-Unis. Donc le Safe Harbor est un mécanisme sur lequel les entreprises volontaires pouvaient s'inscrire à un registre en déclarant respecter le principe de la protection des données tels que nous les connaissons aujourd'hui. Ensuite, en 2001, il y a eu le 11 septembre. Les États-Unis ont durci leur arsenal juridique, réglementaire, avec la mise en place du Patriot Act qui a renforcé de façon significative les capacités de surveillance de l'État américain. Donc, vous voyez, on a cette tendance opposée entre la protection des données personnelles et le droit d'un État souverain de protéger sa sécurité. Donc, pendant plusieurs années, il n'y a pas eu d'événements particulièrement marquants, mais en 2012, il y a eu la révélation d'Edward Snowden, voilà, avec toutes les pratiques de surveillance illégale de la NSA. Et ça a provoqué un sursaut en Europe qui a abouti en 2015 à l'invalidation du mécanisme de Safe Harbor par l'arrêt Schrems 1, donc, qui a été initié par un activiste autrichien très combatif. Et donc, il a fallu trouver un nouveau cadre légal pour permettre le flux de données transfrontalier entre Europe et les États-Unis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Version 2 du Safe Harbor. En 2016, le Privacy Shield a été voté. Puis en 2018, il y a eu le Cloud Act, côté États-Unis. Il y a eu le RGPD qui est entré en application en Europe. Puis, en 2020, arrêt Schrems 2, avec une validation du Privacy Shield. Voilà, rebolote. Aujourd'hui, il y a un nouveau framework qui est en cours de discussion, le Transatlantic Data Privacy Framework, pour lequel il y a un accord de principe, mais on peut supposer qu'il fera l'objet d'un troisième arrêt Schrems, pourquoi pas. Voilà. Donc, nous en sommes là au niveau de cette guerre froide entre Europe et les États-Unis. Et il y a une autre tendance historique qui arrive probablement à son aboutissement dans cette période, qui est autour de la construction d'un cloud souverain français et européen. Donc on peut situer le début de cette tendance en 2009, avec la première réflexion, la conception du projet Andromède, donc par le gouvernement de l'époque, le Premier ministre était Fillon,
avec, en 2012, certains d'entre vous s'en rappelleront, la constitution de CloudWatt et de Numergy qui devait porter cet essor de cloud souverain en France. Donc, je ne veux pas vous apprendre que ça a été plutôt un échec. Et il a fallu revoir tout ça. En 2014, il y a eu le programme Nouvelle France industrielle qui incluait un volet cloud. Donc ce volet cloud était associé à la publication en 2014 de la première version du référentiel, donc Secure Cloud, ça s'appelait à l'époque, qui est, on va dire, le prédécesseur de Secnum Cloud. Donc cette première version incluait deux niveaux, donc un niveau essentiel, un niveau avancé, donc ce qui n'a pas été retenu par la version 3.1 de Secnum Cloud, donc, qui était publiée en 2018. Ensuite, en 2019, il a été voté le Cyber Security Act au niveau européen, qui a renforcé les pouvoirs de l'ENISA. Donc l'ENISA est un peu l'équivalent de l'ANSSI au niveau européen, et qui a posé les bases d'un nouveau mécanisme de certification européen, donc, qui a permis de publier un premier draft en 2020. Donc c'est du référentiel EUCS, qui remplacera probablement à terme les référentiels nationaux. En 2020, il y a eu également le lancement de Gaia-X, un projet controversé qui voit autour de la table les acteurs, les géants américains et chinois dont on est censé se protéger. Donc, je vais passer rapidement sur ça. En 2021, doctrine cloud au centre, avec notamment l'interdiction de Microsoft 365 pour les agents publics, et publication en 2021 de la version 3.2 de Secnum Cloud, donc qui est la version actuelle du référentiel, qui introduit des contraintes encore plus fortes sur la souveraineté. Voilà, donc après cette prémisse historique, voyons un peu plus en détail le référentiel Secnum Cloud. Donc le référentiel Secnum Cloud a une structure qui est très proche de la norme ISO 27001, pour ceux qui la connaissent. Donc les chapitres 5 à 18 sont le copier-coller, on va dire, des chapitres de la norme ISO 27001, de l'annexe A. Ceci dit, l'approche est différente. Donc d'un côté, ISO 27001 se satisfait d'une démarche d'amélioration continue, quitte à ne pas avoir un niveau de sécurité qui est extrêmement poussé. Or, Secnum Cloud impose quand même un niveau de sécurité donné et très exigeant. Donc, je vais passer en revue rapidement les différents chapitres. Donc, celui sur la politique, bien sûr, impose aux prestataires la mise en place d'un corpus documentaire de politique, de processus de sécurité. Ensuite, il y a des exigences sur les rôles et les responsabilités autour de la sécurité. Donc, tout le cadrage de la gouvernance. La sécurité des ressources humaines. Il y a des processus très sensibles là-dessus, notamment l'arrivée et le départ des collaborateurs. Donc vous voyez, il y a un mix d'exigences de type organisationnel et technique. Gestion des actifs, ça fait partie des règles d'or de la sécurité. On ne peut pas sécuriser un SI si on ne connaît pas ses composants. Contrôle d'accès, gestion des identités, obligation par exemple de l'authentification multifacteur pour les accès à l'administration. Exigences très poussées sur la cryptologie également, donc prise à partir du RGS. Sécurité physique avec le cloisonnement en zone publique, privée et sensible, avec des exigences également très poussées au niveau du cloisonnement. Sécurité liée à l'exploitation de communication. Donc là, le maître mot à ce niveau-là est le cloisonnement. Donc le cloisonnement notamment intracommanditaire, sachant que le cauchemar, on va dire, pour un fournisseur de cloud est une atteinte à l'étanchéité entre ces différents commanditaires, entre ces différents clients. Si un client A peut s'attaquer à un client B, c'est catastrophique. Donc le référentiel Secnum Cloud pousse très loin à ce niveau-là, avec des mécanismes de cloisonnement physiques et logiques. Je passe certains. Relation avec les tiers. Vous avez peut-être entendu parler d'attaques sur la supply chain. Donc ça se développe de plus en plus. Quand un acteur malveillant souhaite cibler, s'attaquer à
à une cible, une victime, il va probablement passer par ses fournisseurs qui, on peut supposer, ont un niveau de sécurité moindre que celui de la cible finale. Donc le référentiel Secnum Cloud oblige le prestataire, donc celui qui offre le service, à formaliser avec tous ses sous-traitants de clauses d'audit, par exemple, à mettre en place une gouvernance de leur sécurité. Gestion des incidents, continuité, conformité. Il y a un 19e chapitre avec des exigences supplémentaires en lien avec la souveraineté qu'on va passer en revue tout de suite. Donc, on parle de référentiel à tiroir dans le cadre de Secnum Cloud, dans le sens où ce texte annexe d'autres guides. Donc, le principal étant le guide d'hygiène de l'ANSSI. Donc, je ne sais pas si est-ce que quelqu'un d'entre vous le connaît déjà, le guide d'hygiène de l'ANSSI? Ok. Donc, c'est un référentiel qu'on peut télécharger gratuitement sur Internet, comme Secnum Cloud d'ailleurs, qui est un excellent point de départ quand on souhaite s'attaquer à la sécurisation d'un système d'information. Donc, le guide d'hygiène de l'ANSSI constitue le socle de base de sécurité pour une infrastructure qui offre des services Secnum Cloud. Ensuite, Secnum Cloud annexe donc plusieurs guides de l'ANSSI et notes techniques, les annexes B1 et B2 du RGS. Et donc, si on fait l'exercice de identifier le nombre total d'exigences du référentiel, on arrive à quelque chose qui dépasse le 700. Sachant que lors de l'audit, on est audité sur chacune de ces 700 exigences et une non-conformité majeure est préjudiciable pour l'obtention de la certification. Il y a 4 organismes accrédités aujourd'hui pour délivrer la qualification Secnum Cloud, sachant que le tampon final est donné par l'ANSSI, qui est présente lors des audits. Petit retour d'expérience, au sein de Cloud Temple, le projet a pris 3 années et demie, on va dire. Moi, j'ai lancé les contacts avec l'ANSSI en 2019, et j'en profite pour saluer les personnes de Axiom, comme Mouloud, Kevin, qui nous ont apporté une aide significative dans ces projets. Donc on n'aurait pas réussi à y aller aussi vite sans eux. Donc, Secnum Cloud, dans la version 3.1, incluait 3 familles de services. Donc, IaaS, PaaS et SaaS. Depuis la version 3.2, seulement depuis la 3.2, donc publiée en septembre 2021, les containers as a service ont été ajoutés parmi les services éligibles à la qualification. Donc, focus sur les exigences de souveraineté. Alors, qu'est-ce que Secnum Cloud impose aux fournisseurs? Donc, le but, quand on parle de souveraineté, est d'être immune vis-à-vis des lois extraterritoriales américaines. Donc, le Patriot Act, le Cloud Act principalement. Donc, ce sont des lois qui permettent au gouvernement fédéral américain de mettre la main sur des données, même si elles ne sont pas hébergées sur le territoire des États-Unis. Donc, elles pourraient l'être même si les données sont hébergées sur le territoire français. Donc, pour cela, alors Secnum Cloud, déjà, impose de stocker les données de commanditaires de clients dans l'Union européenne, également les opérer depuis l'Union européenne, impose également le stockage des données techniques en UE, impose que le prestataire donc éligible à la qualification soit établi au sein d'un État membre de l'Union européenne. Donc vous voyez, c'est déjà ça limite la possibilité qu'un acteur étranger très puissant puisse obtenir cette qualification. Les 2 exigences qui suivent ont été ajoutées dans la version 3.2 de Secnum Cloud et verrouillent encore un petit peu plus ce dispositif de souveraineté. Donc la 19.16.b impose une limite maximale au pourcentage de part du fournisseur détenu par un acteur étranger à l'Union européenne. Et la 19.16.c, très importante,
considère le cas où le fournisseur fait appel à un fournisseur hors Union européenne, ce qui est de facto inévitable. Aujourd'hui, on n'a pas en Europe la technologie de bout en bout pour fournir des services cloud au niveau d'automatisation, de qualité qui est attendu par le marché. Donc, ce qui dit cette exigence, c'est que même si on fait appel à un fournisseur tiers, il ne faut pas que celui-ci, donc s'il est situé hors de l'UE, puisse avoir un accès technique aux données. Parce que si c'était le cas, il pourrait être susceptible de recevoir un ordre de voiler ces données dans le cadre du Cloud Act. Ça, c'est très important. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que le référentiel Secnum Cloud est en quelque sorte un aboutissement de tensions historiques qui aboutissent dans cette époque, avec un niveau d'exigence en termes de sécurité et de souveraineté des données vraiment solide. Donc, la communauté autour de la cyber s'accorde à considérer ce référentiel, même si perfectible, comme vraiment solide. OK. Donc, une fois qu'on a dit cela, on peut venir quand même à la question principale. Donc, la sécurité, la souveraineté des données ne sont pas un but en soi. Donc, la sécurité doit être au service de métier. Donc, ce qui doit ramener d'ailleurs à l'humilité les professionnels de la sécurité. Donc, le but des organisations, qu'elles soient des entreprises ou des collectivités territoriales, est quand même de se moderniser, d'innover, de se transformer. Donc, est-ce que le fait de choisir d'héberger ces données dans un cloud tamponné Secnum Cloud est compatible avec cet effort de modernisation? Donc, c'est tout le cœur du sujet que nous allons explorer. Donc, je pense, prêcher de convaincu, en tout cas en étant DevOps d'idées, que pour créer un contexte de modernisation fertile, il faut agir sur 3 leviers. Donc, People, Process and Technology. Technology ou Tools, on voit les deux noms. Technologie, je préfère, c'est un petit peu plus large. Avec, au niveau People, l'adoption d'une culture DevOps, collaboration, agilité. Donc voilà, tout ça on connaît. Au niveau de processus, une recherche jusqu'au paroxysme de l'automatisation, un pilotage par les métriques, déploiement de chaînes de CI/CD, et au niveau technologique, une approche fondée sur les API, infrastructure as code et containerisation. Voilà. Donc, moi, j'ai pris le parti de me concentrer surtout sur ce volet technologique, parce qu'on est un petit peu entre techos ici, en montrant comment l'infrastructure as code peut être utilisée dans un cloud, Secnum Cloud. Donc déjà, est-ce qu'à votre avis, c'est possible de faire de l'infrastructure as code sur un cloud, Secnum Cloud? Vous pensez que oui? Ok, donc c'est assez partagé. Donc la réponse est oui. En tout cas, aujourd'hui, il y a 4 fournisseurs de cloud IaaS qui ont la qualification Secnum Cloud. Donc en ordre chronologique, Outscale, OVH, Worldline et nous, Cloud Temple, on est les petits derniers, les 4e. En tout cas, voilà, en termes de retour d'expérience, au niveau de Cloud Temple, nous avons développé une API donc, avec 3 clients. Donc un client l'IHM classique, donc ça c'est le portail de management web, donc la Cloud Management Platform. Un client qui permet d'interagir en ligne de commande, donc la CLI, et un client Terraform. Donc ce client Terraform a fait l'objet d'une publication de code, donc vous pouvez le trouver sur GitHub. Voilà, on a mis un open source. Et nous avons également publié le provider Terraform. Donc nous ne sommes pas les seuls. Vous pouvez voir aussi ce qui a été fait par Outscale, OVH. Donc ça, c'est très abouti. Notre client est peut-être un petit peu plus jeune. Donc pour voir un petit peu plus comment ça fonctionne, donc nous avons développé déjà une API compatible avec le standard OpenAPI.
Et puis, si vous regardez sur GitHub, et donc, il y a plusieurs modules qui permettent, pour certains, de récupérer des informations, donc en faisant appel, en utilisant la méthode get, voilà, le verbe HTTP get, et d'autres qui permettent de provisionner des ressources. Donc dans ce petit snippet bout de code, là, je montre comment le client, par exemple, provisionne une VM, donc une enveloppe de VM en tout cas. Donc il y a une structure de données qui inclut des informations spécifiques à la VM, donc l'ID du data center, du cluster de données, le nom, des caractéristiques techniques comme la mémoire, la CPU, le stockage. Et in fine, donc, il y a une fonction qui appelle l'API, donc qui fait un post, qui lui passe cette structure de données, et on provisionne par cela la VM en production. Donc au niveau du provider Terraform, donc ça ce sont des informations publiques, vous pouvez voir sur le registry Terraform. Donc on a à gauche des exemples de ressources, donc notamment celui la machine virtuelle, et à droite un exemple de script Terraform qui permet le provisionnement. Donc voilà, tout ça pour dire, sans rentrer dans les détails, que l'infrastructure as code est compatible avec un cloud qualifié Secnum Cloud. Donc d'un point de vue de la sécurité, d'ailleurs, l'infrastructure as code, c'est du bonheur. En fait, ça permet d'avoir quelque chose de très facilement auditable par les audits de sécurité, quelque chose de versionné avec une très forte traçabilité. Donc ça, c'est un bonus complémentaire au-delà de l'agilité de ce que vous connaissez. Donc premier constat, on peut mettre en place de pratiques de gestion de l'infrastructure cohérentes avec la culture DevOps. Okay, même avec les contraintes d'un Cloud Secnum Cloud. Par contre, est-ce que le tableau est aussi positif du point de vue de la modernisation applicative? Donc, spoiler, pas tout à fait. Explorons le sujet sous le prisme de cette approche de modernisation qui ont été introduits par le Gartner. Donc, les approches sont pensées en ordre croissant, on va dire, d'effort de difficulté. La première, Encapsulate, n'est pas spécifiquement liée à un move to cloud. Donc, elle prône la modularisation des applications, mais tout en restant, pourquoi pas, dans une infrastructure legacy. Donc, est-ce que c'est compatible avec Secnum Cloud? Oui, mais je m'étais à mettre non applicable. Donc, dans cette approche, on n'a pas l'idée de move to cloud. L'approche de move to cloud, on la retrouve de façon beaucoup plus franche avec l'approche de rehosting, qui est appelée également lift and shift. Donc, c'est une approche qui n'a pas une très bonne réputation. Okay, donc, on parle souvent de garbage in, garbage out, etc., ou même un mot plus vulgaire. Ceci dit, en pratique, c'est une approche qu'en tant que fournisseur cloud, on constate chez une grosse partie de nos clients. Donc, il ne faut pas la balayer d'un revers de la main. In fine, même le rehosting permet d'aller bénéficier de fonctionnalités typiques du cloud, donc l'élasticité, aussi une forme de sécurité plus élevée. On n'a pas tout le temps les compétences en interne pour gérer la sécurité sur des infra legacy. Donc, bon, cette approche-là, il n'y a pas de doute, elle est compatible avec un cloud qualifié Secnum Cloud. Par contre, dès qu'on commence à monter sur du replatforming, le replatforming est en général associé avec l'utilisation d'une base de données as a service, donc en mode PaaS. Or, le X, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune offre PaaS qualifiée Secnum Cloud. Donc, il y a 4 offres IaaS et une offre SaaS, donc celle de OVerdrive. Donc, cette approche, même si en théorie, elle n'est pas incompatible avec Secnum Cloud, en pratique, on ne peut pas l'adopter. Refactoring, donc ça fait référence à une réduction de la dette technique avec une modularisation, toujours, une réécriture de certaines parties du code, principalement
avec l'introduction de conteneurs. Mais encore une fois, PTX, il n'y a pas d'offre CaaS, donc le Container as a Service, qualifié Secure Cloud. Aussi pour la simple et bonne raison que ça a été, cette possibilité de qualification a été introduite très récemment avec la version 3.2. Donc il y a un tout petit peu plus d'1 an. Donc, au niveau de Cloud Temple, nous sommes en train de préparer un dossier de qualification pour une offre de CaaS donc basée sur OpenShift. Mais voilà, aujourd'hui sur le marché, vous n'en avez pas. Donc a fortiori, Architect qui pousse encore plus loin la rénovation d'une application avec une modification de l'expérience utilisateur, cette approche est aujourd'hui limitée, encore une fois, par le manque d'offres PaaS et CaaS qualifiées. On peut bien sûr espérer qu'il y ait une prolifération d'offres de ce type, mais bon, il faut se rendre à l'évidence que ce n'est pas pour tout de suite. Rebuild, pareil, Rebuild s'appuie sur des briques PaaS et CaaS, et les Replace, donc où on passe clairement à une nouvelle application en s'appuyant sur du SaaS, mais limité par le fait qu'il y a une seule offre SaaS qualifiée. Donc bon, vous comprenez qu'en termes de modernisation applicative, on est quand même très restreint si on veut rester sur un environnement full Secure Cloud. Donc, pour revenir à la question d'origine, donc sécurisation versus modernisation. Donc, le FNC Secure Cloud n'est pas intrinsèquement incompatible avec la modernisation. Donc, il contemple tous les principaux types de services IaaS, mais l'offre de services est très réduite et il faut dire également que les offres qualifiées ont en général un petit temps de retard en termes de modernisation par rapport à ce qui est disponible sur le marché, notamment au niveau des clouds publics. Donc, voilà, j'ai arrêté de compter les services sur AWS. Il me semble qu'aujourd'hui, il y en a plus de 3000. Là, clairement, ce qui est sécurisé aura un petit temps de retard par rapport à ça. Donc aujourd'hui, jusqu'où on peut aller en termes de modernisation sur une approche full Secure Cloud? On peut aller jusqu'au rehosting raisonné, on va dire, avec une rationalisation, donc l'élimination notamment de ce qui pose problème sur le legacy, mais dans une mesure limitée, avec l'adoption de pratiques DevSecOps pour la gestion de l'infrastructure, notamment avec de l'infra as code, Terraform, scripts versionnés dans des chaînes de CI/CD, sécurisées, etc. Donc, est-ce qu'il faut garder une forme de déception par rapport à ça? Alors, je dirais pas forcément. Donc, c'est le fait qu'il y ait un point d'équilibre à trouver entre sécurité et vitesse innovation. Je dirais que ça rentre dans le cadre plus général de recherche d'équilibre globalement autour de la sécurité. Donc on a par exemple, vous le connaissez tous, entre sécurité et productivité. On sait que si on verrouille trop les utilisateurs, si on leur empêche de travailler, la productivité en ressent. Pareil, sécurité versus maîtrise de coûts. Donc il faut trouver le bon équilibre financier entre un défaut de sécurité, où on se fait hacker, ça génère des pertes potentiellement très importantes, et un excès de sécurité, c'est pas bon non plus. Si je dépense dans des mesures de sécurité des chiffres qui dépassent les risques qui sont couverts, c'est pas intéressant financièrement. Pareil, on peut réfléchir à l'équilibre entre ambition et réalisme, entre confiance envers le prestataire et méfiance. Donc, le fait qu'il y ait un équilibre autour de la sécurité, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, ce point d'équilibre n'est pas quelque chose de fixe avec le temps, donc il peut évoluer en fonction du contexte géopolitique, des tensions internationales, et en fonction de la richesse et la maturité des offres qualifiées. Donc, qu'est-ce qu'on fait
Si on veut aller plus loin en termes de modernisation, ben, la réponse, pour nous en tout cas, est l'hybridation. Donc ça, c'est pas un tabou. On n'est pas, au sein de Cloud Temple en tout cas, sur une approche intégriste, entre guillemets, autour du cloud souverain. On considère qu'il y a certains usages pour lesquels un cloud public peut être tout à fait pertinent. Donc on a plusieurs clients qui sont sur des systèmes d'information multi-cloud avec de l'hybridation. Et ce qu'on voit en général, c'est que le cloud privé, donc qualifié Secnum Cloud, est utilisé pour les données les plus sensibles, et on ne s'interdit pas d'utiliser le cloud public avec sa richesse de services pour des données moins sensibles. Donc ça, c'est une approche qui est pertinente d'un point de vue sécurité si elle est maîtrisée. Donc on doit aller vers ce type d'hybridation guidé par une approche de gestion du risque. Donc il y a des méthodologies pour ça. Il y a EBIOS Risk Manager, il y a ISO 27005. Il faut prendre en compte le contexte spécifique de l'organisation et trouver, encore une fois, les bons points d'équilibre. Donc ça, c'est une mesure plutôt organisationnelle, de pilotage, de gouvernance. Et pour terminer, je cite également une possibilité technique qui sert à protéger la confidentialité des données dans un cloud public. Donc vous savez qu'en général, le cloud public offre de la server-side encryption, donc le chiffrement côté serveur, en gros avec les clés de chiffrement qui sont stockées du côté du provider, ce qui le rend vulnérable à une demande venant de l'État américain de dévoilement des clés dans le cadre du Cloud Act. On a la possibilité de faire de la client-side encryption, donc de stocker les clés de chiffrement en local, donc on parle aussi de bring your own encryption. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans des contextes spécifiques, mais ce n'est pas très populaire parce que ça va un petit peu à l'encontre de la philosophie du cloud, qui consiste à faire le heavy lifting, comme on dit, au serveur sur le cloud. Donc si on garde les clés en local, ça oblige à faire beaucoup de processing en local et à gérer le moteur de déchiffrement et chiffrement en local. Donc voilà, nous en sommes dans la réflexion. J'ai prévu de laisser un petit peu de temps pour les questions-réponses. Donc n'hésitez pas si vous en avez. J'y répondrai avec plaisir. Oui. Le Secnum Cloud, c'est très français. Oui. Au niveau européen, est-ce que dans les prochains mois, les prochaines années, est-ce qu'on va avoir un équivalent côté européen? Et est-ce que ça ne vaut pas le coup d'attendre l'équivalent de Secnum Cloud européen? Donc oui. Pour ceux qui n'ont pas entendu, la question porte sur un référentiel européen. Donc on se posait la question, pourquoi se lancer dans le processus de qualification Secnum Cloud si on parle de l'hypothèse que bientôt un référentiel européen sera validé. Donc effectivement, il y a cette dynamique-là. Il y a EUCS, qui est le référentiel qui a été proposé par l'ENISA, qui est à l'état de draft aujourd'hui, mais qui sera bientôt validé. Alors, aux dernières nouvelles, en tout cas selon les derniers échanges que j'ai pu avoir avec l'ANSSI, il est probable que Secnum Cloud soit, le moment venu, mis en équivalence avec le niveau le plus élevé de ce référentiel UCS. Donc cet effort-là ne serait pas perdu. En tout cas, la question reste légitime, bien sûr. D'autres questions? Oui? La certification est renouvelée tous les ans? Alors, donc oui, sachant que à l'ANSSI, ils ne sont pas contents si on dit certification au lieu de qualification. Donc qualification, c'est quelque chose de plus fort. Donc pour répondre à ça, oui. Donc par exemple, dans notre cas, on a eu l'audit. Donc on a eu un premier audit initial, donc en octobre 2021. Il a permis de remonter certaines non-conformités qu'il a fallu traiter. Donc l'audit complémentaire a eu lieu en février 2022. Et cet audit a permis de vérifier la correction de ces non-conformités. Donc l'ANSSI, sur la base du rapport d'audit, a tamponné la qualification en mars 2022 et l'audit de surveillance est prévu un tout petit peu avant, donc en février 2023.
Donc il y a des cycles de 3 ans, avec audit initial, surveillance, puis renouvellement, comme pour ISO 27001. D'accord. Et quelles sont les procédures qu'on peut offrir aux clients de la plateforme si le cloud n'est plus éligible à la qualification, ou si par exemple, je pense à la clause qui a été mise à jour sur la 3.2, si la société est rachetée par une société étrangère et que du coup elle n'est plus majoritaire au niveau départ, on tombe justement en dehors de la clause. Et qu'est-ce qui est dans ces cas-là proposé aux clients de logiquement, cette situation amènera une non-conformité majeure vis-à-vis de cette exigence du référentiel, et une non-conformité majeure qui n'est pas soldée amène au retrait de la qualification. D'accord, mais en termes de... Donc du coup, il y a des solutions de opt-out par exemple, c'est ça, qui sont proposées par la suite. Donc là on parle de la réversibilité. Ouais. En tout cas, la convention de service de Secnum Cloud impose que le fournisseur propose une convention de service avec des clauses de réversibilité très très claires. Donc ça oblige à la transparence à ce niveau-là. Secnum Cloud va dans le sens de limiter le lock-in, en fait, le fait d'être verrouillé. Donc si un client qui a l'exigence forte d'être Secnum Cloud se trouve face à cette situation où son fournisseur perd la qualification, il peut récupérer ses billes. Après, le référentiel ne va pas jusqu'à dire qu'il faut que ce soit complètement gratuit. Okay? Donc il peut y avoir des projets de réversibilité pas forcément offerts. Merci. Ok. Oui, une autre question. Secnum Cloud, automatiquement vous êtes certifié 27001 et HDS, tout ce qui, c'est ça? Alors, c'est pas tout à fait dans ce sens-là, mais en tout cas, on peut pas. Nous considérons que c'est inconcevable d'être qualifié Secnum Cloud si on n'est pas préalablement ISO 27001. Donc, qui peut pas le moins ne peut pas le plus. Entre ISO 27001 et HDS, la marche à franchir, honnêtement, est très petite, en fait. Si on est déjà ISO 27001, l'audit HDS a une durée vraiment de quelques jours. Okay. Par contre, la marche entre ISO 27001 HDS et Secnum Cloud est énorme. Il y a 2 ordres de grandeur en termes de temps et d'investissement pour y arriver. En tout cas, c'est notre retour d'expérience. Bonjour. Pourquoi vous choisissez OpenShift pour le CAS? Bonne question. Enfin, non, c'est pas... C'est ça, plutôt que... Je ne saurais pas vous répondre dans les détails. Ça, c'est un choix qui prend en compte des critères techniques, des critères financiers également, de partenariat, en l'occurrence avec Red Hat. Voilà. Ça, c'est l'offre. Non, l'offre est en cours de construction, donc je n'ai pas encore ce niveau de détail. Ok. Et je m'en doute que c'était compliqué. Oui, ça nous a. Alors, le projet de qualification de ces quelques milliers de jours hommes, voilà. En termes d'investissement, notre direction communique sur le chiffre de 7 millions d'euros d'investissement. Voilà. Et du coup, ils déroulent toutes les 700 exigences ou ils choisissent sur la Non, zone? non, ils déroulent toutes. Et on ne peut pas dire sur une exigence, oui, ça c'est prévu pour l'année prochaine, dans 2 ans, comme on fait avec ISO 27001. Là, si on n'est pas conforme, il y a une non-conformité. Elle peut être majeure ou mineure. Si elle est mineure, ce n'est pas bloquant. Donc, je ne vous cache pas qu'on a eu une vingtaine de non-conformités mineures qui vont être revues à l'audit de surveillance. Mais on n'a pas le droit d'avoir des non-conformités majeures. Et la trame d'audit ne permet pas l'échantillonnage, on va dire. Au moins pas dans l'audit initial. Dans l'audit de surveillance, c'est possible. En sens, ça a été compliqué. Oui, ça a été compliqué. Bon, merci à tous.